revoilà ensemble pour défracturer des liens sur ce sujet des paradoxes de la santé, avec une mise en perspective par rapport au reflet sur notre société. On va essayer de prendre un petit peu de hauteur, de recul, pour avoir une vue d'ensemble. Donc du coup, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Dupré, qui est présidente de Medtronic France. Voilà. Safia Larabi, qui est directrice des publications, cofondatrice de l'Observatoire Spinoza, la fabrique Spinoza. Bonjour. Et ainsi que Nemanja Milenkovic, qui est directeur médical chez CGDIM Santé. Bonjour. Voilà. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Finalement, qu'est-ce que la médecine digitale apporte selon vous comme bénéfice ? Alors, je vais vous demander, avant de répondre à la question, de vous présenter rapidement par rapport à votre activité. Donc très brièvement, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache bien ce que vous faites les uns et les autres. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet autour de cette question par rapport à votre regard qui est assez complémentaire, on va le voir, sur ce que cette médecine digitale apporte. Alors Florence, du coup, qu'en penses-tu ? Quel est ton point de vue sur le sujet ? Alors moi, je suis Florence Dupré, je suis présidente de Medtronic. Et Medtronic, c'est le leader mondial des technologies de santé. Et notre industrie est vraiment passée du dispositif médical aux technologies de santé. Et du coup, alors, avec un petit peu de recul, parce que finalement, vous avez presque un recul mondial avec Medtronic, à la fois en tant que PDG France, mais aussi en faisant partie d'un groupe qui a une portée planétaire. Finalement, quel est le regard de Medtronic, le retour d'expérience par rapport à ces bénéfices du digital dans cette situation, je dirais pas post-Covid, mais sur lequel on a déjà franchi quand même pas mal d'étapes avec cette accélération ? Alors nous, on travaille sur les technologies de santé qui permettent vraiment d'avoir des technologies qui sont communicantes, des technologies qui sont apprenantes. On l'a vu tout à l'heure, il faut apprendre parce que sinon on ne progresse pas. Et aussi des technologies qui sont intelligentes puisqu'elles permettent d'améliorer de la qualité des soins. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Alors à différents niveaux. Le premier niveau, évidemment, c'est que ça permet de connecter les territoires entre eux. Donc ça répond à tout ce qui est déserts médicaux avec les besoins de téléexpertise. Le deuxième domaine qui est extrêmement important pour nous, c'est un formidable moyen d'accompagner le parcours patient. Le patient, il est un peu perdu dans sa santé, quelque part. Et avec ce type de technologies qui sont communicantes et qui sont intelligentes et apprenantes, ça permet en fait d'organiser un parcours pour les patients entre la ville, l'hôpital, entre avant une opération, pendant une opération, après une opération, et toujours avec cet objectif d'améliorer la qualité des soins. Et puis ça permet aussi de détecter des signaux de façon beaucoup plus précoce. C'est ce que disait Eric tout à l'heure. Si on peut éviter d'attendre le moment où tout va mal et choisir le moment d'intervenir, c'est tout ce qu'on appelle la télésurveillance qui permet d'avoir des patients qui sont équipés et d'avoir des alertes au moment où ils ont besoin de revenir ou de subir une opération. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans l'introduction, c'est cette notion de ça permet aussi, et nos technologies sont là, pour permettre aux patients de s'emparer de sa santé. Voilà. Et c'est aussi bien valable en aval qu'en amont, finalement, aussi bien en sortie qu'en préparation par rapport à la venue à l'hôpital. Tout à fait, avec des applications qui permettent de s'assurer que le patient arrive dans un bon état, bien préparé, et puis aussi qu'il sortira dans de bonnes conditions et qu'il sera suivi à distance. Ouais, et ça, c'est très concret, hein. C'est des programmes que vous avez aussi bien au niveau national qu'au niveau mondial, en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est une tendance globale, pas que française. Alors, c'est une tendance... alors, la France est en avance sur certaines choses. Chouette. Mais on voit, comme tu l'as dit tout à l'heure, la crise Covid a complètement accéléré les choses. Et je dirais qu'on est vraiment rentré dans le concret. Voilà, dans le concret de ce que la santé connectée peut apporter en termes de bénéfices et potentiellement de devenir la colonne vertébrale du système de soins de demain. Alors du coup, Nemanja, avec ton point de vue de médecin, mais aussi d'acteur de la tech, finalement, ces bénéfices, ils sont multiples. Ils peuvent être du point de vue du professionnel de santé, du point de vue du patient. Donc comment tu vois ces bénéfices du digital? Et puis, en quelques mots, qu'est-ce que tu fais et qui est CGDIM Santé? Ce que je fais en directeur médical chez CGDIM Santé, donc on est concrètement le leader des soins de ville, hein, on fournit des logiciels à destination des médicaux et paramédicaux. Et notre objectif, et je rejoins complètement Madame Dupré, c'est de décloisonner effectivement les mondes médico-sociaux, sanitaires,
le monde aussi du paramédical et du médical, et à terme de pouvoir enfin décloisonner le lien ville-hôpital. L'idée derrière tout ça, ce que ça apporte pour nous, on est dans cette même logique de coordination au niveau du professionnel de santé. Comment on arrive à couvrir effectivement cette circulation de l'information entre les différents acteurs du parcours de soins du patient. Et ça, c'est vraiment notre objectif numéro un. Donc, créer cette interopérabilité entre les différentes solutions pour pouvoir permettre effectivement cette fluidification de l'information. Et dans un deuxième temps, effectivement, directement au bénéfice du patient. Éviter l'errance thérapeutique, ajuster effectivement tous les problèmes d'observance médicamenteuse dans ce cercle vertueux. Et donc, ce que ça apporte pour nous, ça apporte une quantité d'informations qui est très intéressante. On en parlait, justement, ça a été évoqué à la table ronde juste avant. L'idée pour nous, c'est de mettre toutes ces données à disposition, donc des données multifactorielles à destination du professionnel de santé pour pouvoir justement ajuster son diagnostic, pouvoir proposer des examens qui soient plus spécifiques aux patients. Donc toute cette logique en fait de coordination de data, c'est effectivement le socle et pour nous le bénéfice ultime en fait de la santé digitale. Ce que ça apporte aux patients, concrètement, ça lui facilite tout du moins son parcours. Et ça lui donne aussi une visibilité, ou tout du moins la possibilité de pouvoir se saisir de sa santé par le biais du digital. Donc voilà, l'ambition CGDIM Santé, c'est de continuer sur cet axe-là, de travailler avec le local, avec le territorial, pour pouvoir améliorer cette coordination au quotidien. Voilà. Et du coup, si on prend une perspective encore plus large d'un point de vue sociétal, on est Safia avec alors au travers de la fabrique Spinoza, vous réalisez des études à impact social positif. Vous vous intéressez aussi au bonheur comme point de mire et comment finalement mettre toutes ces actions au service du bonheur. Et vous avez réalisé 2 études, enfin une qui est en cours et une qui est réalisée sur le digital et une autre sur la santé, sur justement cette mise en perspective par rapport à ces aspirations globales et sociales. Comment est-ce que tu vois finalement les bénéfices de cette médecine digitale du point de vue sociétal, si on prend un peu de hauteur et si on se positionne sur une vision un peu globale de santé, donc que ça soit du point de vue technique, technologique ou du point de vue social, sociétal. Et la même chose, si tu peux en profiter pour présenter la fabrique, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Merci, je suis ravie d'être là. La Fabrique Spinoza, c'est une association qui vise à replacer le bonheur au cœur de la société. Et donc pour ça, on a un observatoire que je dirige qui publie des études à impact sociétal. On a une action qui fait du conseil et de la formation et une communauté de passeurs du bonheur qui agit sur les territoires pour donner de la visibilité sur nos différentes actions. Et on travaille sur bonheur et santé, bonheur et digital, bonheur et art, bonheur et sport, bonheur et travail, bonheur et éducation. C'est sans fin. Voilà. Alors, concernant la santé digitale, ce qu'on a pu remarquer, les avantages de la santé digitale, vous en avez parlé. On a vu l'essor de la télémédecine qui désenclave les populations fragilisées et qui, en même temps, amorce un chemin de santé vertueux. Il y a l'initiative au Nord-Pas-de-Calais qui a été assez intéressante où la CNAM nous dit que entre le 20 et le 29 mars 2020, donc en plein confinement, il y a eu 500 000 téléconsultations, ce qui représente 10% des consultations annuelles, ce qui était seulement 1% l'année précédente. Donc ça a pris vraiment un bond. Il y a évidemment l'émergence des applications de santé vertueuse. Donc, c'est une nouvelle forme d'éducation en ligne qui permet, vous l'avez dit, un meilleur accompagnement, une prise de conscience et un changement dans nos comportements. Je pourrais citer l'application Kipling qui vise à générer une activité physique. C'est d'autant plus important que l'Agence nationale nous dit que 95% des Français sont à risque pour leur santé par défaut d'activité physique ou excès de sédentarité. Et l'intérêt de cette application est de jouer sur la gamification et de générer des défis sportifs pour que, en collectif, l'engagement devienne plus facile. Donc voilà, il y a effectivement tout ce qui est aussi l'amélioration de la qualité des soins et de l'apprentissage. On a des chirurgiens qui travaillent sur des digital twins, donc des créations virtuelles pour mieux anticiper les soins et les risques associés.
Et pourtant, malgré ces avantages, on remarque que la relation est évidemment essentielle au lien et à l'engagement de la santé. Donc, je voudrais vous parler du faible taux d'obédience, d'observance que nous avons en France. Donc, l'observance, c'est la capacité du patient à conformer son comportement aux recommandations de santé. Et en France, il est de 30 à 50% seulement pour les maladies chroniques. Donc, on sait que la relation de confiance, c'est-à-dire l'interaction du patient avec le professionnel de santé, est essentielle et source d'engagement. Tant et si bien qu'on parle d'un patient acteur de sa santé, et c'est des modèles comme les patients partenaires qu'on peut voir. Il y a une méta-étude qui a été menée par Harvard et l'Université de Bâle qui nous dit que le climat de confiance entre le patient et le soignant génère une amélioration de santé significative. Donc, il y a moins de symptômes, il y a un comportement plus responsable face à la maladie, une meilleure qualité de vie et une meilleure acceptation du traitement. Donc, ce qui pourrait effectivement augmenter considérablement l'observance et la santé du patient, ce qui est d'autant plus important que selon une étude récente d'AG2R, enfin commandée par AG2R et menée par Harris Interactive, 90% des Français ont confiance en leur médecin généraliste et 91% pour les spécialistes. Alors, au niveau sociétal, on se rend compte que cette ambivalence de la santé digitale se voit également au niveau du travail. Le télétravail nous a permis de maintenir le travail en période de crise Covid, d'être plus efficace, plus productif et en même temps d'intensifier la charge de travail et d'affaiblir les relations sociales, interpersonnelles à l'entreprise. Donc, il faut aussi savoir que le digital, au niveau du travail, peut lui-même être source de stress. 87% des personnes interrogées considèrent que les problèmes techniques sont une source de stress majeure, la principale. Donc, c'est les problèmes de connexion, de panne, d'incompatibilité du matériel. Il y a aussi des phénomènes intéressants comme l'attention partielle continue. On n'est jamais 100% continu sur une tâche parce qu'on est toujours perturbé par un SMS ou par un mail ou par une notification quelconque, ou l'apnée électronique. On ne respire plus normalement. On a une respiration suspendue ou artificielle lorsque l'on traite nos mails. Et enfin, je peux vous prendre l'exemple de la visioconférence qui a donc fait un zoom qui a fait un bond, Qui a fait un boom. un bond de zoom. Qui a fait un boom. pendant les confinements où effectivement ça nous a permis de maintenir le travail et en même temps ça a affaibli les relations interpersonnelles. Les relations via les visioconférences étaient moins empreintes d'empathie. Et elle sollicite davantage le cerveau reptilien, ce qui nous plonge dans une tension combative ou sexuelle, selon la doctorante en sciences cognitives qu'on a pu interviewer. Et donc pour ça, on recommande d'alterner les modes de présentation de l'affichage pour éviter que ce soit toujours en mode présentateur, mais en mode galerie, qui peut aussi avoir pour effet corollaire de fatiguer le jeu des neurones miroirs ou bien de faire des pauses digitales, voire de sanctuariser des temps sans visioconférence. Donc voilà, c'est une ambivalence qu'on retrouve aussi dans le milieu professionnel, par exemple. Ouais, et du coup, là, pour le coup, on voit bien, il y a pas mal de tensions autour de l'infobésité, la capacité à digérer aussi toutes les informations qui sont de plus en plus nombreuses. Les professionnels de santé doivent maintenant manipuler des volumes de données qui sont considérables. On va y revenir. Et du coup, quels sont les risques de fracture selon vous? Florence, est-ce qu'il y a un risque de médecine à deux vitesses selon toi? Alors, tout à l'heure, Nicolas parlait du fait qu'on était au milieu du gué. Moi, je dirais qu'on est à un moment où c'est qui tout double, en fait. Soit on se retrouve dans un système où, parce que des patients qui ont les moyens, ou des citoyens et citoyennes qui ont les moyens, ou qui travaillent dans des entreprises, qui ont des mutuelles, qui sont allés chercher des services un peu exclusifs, et là on est sur une élite qui pourra bénéficier de cette santé connectée, et ça existe déjà, des mutuelles qui permettent un certain nombre de choses différenciantes pour leurs adhérents. Mais nous, l'objectif, c'est vraiment que la santé connectée, elle puisse être offerte au plus grand nombre.
Et pour ça, d'abord, c'est évidemment un enjeu déontologique, hein. C'est presque un devoir moral de se dire il faut que ce soit offert au plus grand nombre, mais c'est aussi un élément d'efficience. Parce que la santé connectée, comme je le disais tout à l'heure, ça peut devenir la véritable colonne vertébrale, la nouvelle colonne vertébrale de notre système de soins, avec la possibilité d'avoir un meilleur résultat de santé. On parlait tout à l'heure de ces patients qui pourraient s'emparer. C'est pas facile, hein. C'est un mot, je cherchais le mot empowerment, qui est un mot dans le monde du travail, mais finalement la façon dont je l'ai traduit ce matin, c'est de se dire qu'on devrait chercher à faire en sorte que les patients, il y a des applications qui le permettent, puissent s'emparer, voilà, de leur non pas leur parcours de soins, mais de s'emparer de leur santé. Parce qu'avant d'être malade, on n'est pas malade. Et il y a une façon, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, de maintenir la santé avec. C'est pour ça que je parle non pas de résultats de soins, mais de résultats de santé. Donc le digital, la santé connectée, toutes ces innovations, qu'elles soient technologiques ou organisationnelles, et ce lien qu'on peut créer, eh bien, peuvent vraiment être des outils d'efficience et transformer notre système de soins. Voilà. Alors du coup, Nemanja, il faut embarquer les professionnels de santé aussi et démocratiser les usages vis-à-vis des patients. Oui, exactement. Et l'idée pour embarquer les professionnels de santé, c'est de leur proposer des outils ergonomiques qui permettent justement de pouvoir colliger toutes ces informations de façon intelligente pour pouvoir restituer effectivement le flux de données qu'on évoque depuis tout à l'heure, cette fameuse big data santé, dans une logique d'efficience, dans une ergonomie plus intéressante pour eux. Et pour le professionnel, pour le patient, si on revient au patient, il y a eu des efforts collectifs. Je prends l'exemple de la création de Mon Espace Santé. Donc, il y a effectivement cette logique d'essayer de fournir des outils nationaux à destination des patients pour pouvoir leur permettre effectivement d'avoir ce coffre-fort santé, de pouvoir stocker ces documents et de pouvoir commencer à se rendre acteur. Alors effectivement, il y a une fracture, hein. On est conscient, hein. Quand on réfléchit effectivement de gérer sa donnée, sa santé par le biais du numérique, c'est peut-être très Paris intramuros. Il suffit de traverser le périphérique pour se rendre compte qu'effectivement le numérique n'est pas si présent que ça dans le quotidien des patients. Effectivement, il y a un travail générationnel, peut-être un travail à long terme pour aboutir à quelque chose d'efficient sur cette partie-là. Et je suis confiant effectivement que peut-être dans les 10 prochaines années, on arrivera à démocratiser tout ce système de patients acteurs et ces données médicales qui seront mises à disposition de façon intelligente pour les professionnels de santé. Et je vous rejoins, effectivement, on est au début de toute cette histoire. On a une très grosse dette numérique à assumer en France, hein, qui est pérenne depuis un certain temps. Aujourd'hui, on a des dispositifs incitatifs à destination donc de nous, industriels, comme le Ségur numérique de la santé, qui nous permettent effectivement d'aller sur un socle commun technique, interopérable, pour construire des solutions intelligentes, et que ce soit des solutions pour les professionnels de santé, mais aussi pour les patients, de travailler sur la partie réglementaire, la sécurisation de ces données. Donc effectivement, on est tout au début de toute cette histoire, et je pense qu'aujourd'hui, on est tous acteurs, vous tous ici dans la salle, mais aussi nous, pour construire en fait cette histoire. Et donc, ce qu'on attend demain, peut-être, ou ce qui va favoriser tout ça, ça va être le travail d'État, tout simplement, de se dire que l'État doit poser ses règles claires et nous laisser à nous, l'écosystème, patients, professionnels de santé, industriels, de construire toute cette histoire pour le futur, tout simplement. Donc effectivement, on est au début du film, hein, oui. Ça commence. Ce n'est que le début, en fait. Du coup, Safia, alors, ce qui est intéressant aussi au travers des études que tu as pu réaliser avec la Fabrique, c'est que quand on parle beaucoup de digital, on doit parler en fait aussi beaucoup d'humain. Il faut beaucoup d'accompagnement pour que ce digital puisse fonctionner. C'est aussi un des enseignements qu'on peut avoir par rapport à ce développement du digital. Le digital tout seul ne va pas remplacer l'humain, c'est une bonne nouvelle. Ça va rassurer tous les professionnels de santé. C'est pas pour demain, malgré les progrès de l'IA. On est encore tranquille pour un moment, mais d'autant plus qu'on a pu vérifier que s'il n'y avait pas d'accompagnement humain, ça marchait pas aussi bien finalement tous ces usages-là.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la relation de confiance qui est essentielle entre le patient et le professionnel de santé, une relation de confiance qui est plutôt stable en France et dont les études nous montrent qu'elles permettent d'améliorer considérablement la qualité de vie et le traitement, l'acceptation, le parcours de soins du patient. Et du coup, Safia, selon toi, comment est-ce qu'il faudrait aller vers une santé plus globale qui re-questionne la prévention? Comment est-ce qu'on pourrait soigner un petit peu différemment au XXIe siècle si on se projette dans cette démarche? On va combiner humain et digital pour finalement en faire aussi une source d'opportunité pour réélargir le champ de la santé, pour parler plus de santé globale. Il y a pas mal de choses qui sont faites en France ou à l'international sur ces sujets-là. Il y a pas mal de pistes qui sont ouvertes et sur lesquelles d'ailleurs le digital peut contribuer à animer cette mise en avant de ces nouvelles pratiques. Je crois que tu m'avais évoqué par exemple au Canada la prescription de balades en forêt. Enfin voilà, il y a des choses qui sont très simples qu'on peut aussi évangéliser au travers du digital pour toucher le plus grand monde possible et les embarquer dans une nouvelle approche, une nouvelle pratique de la santé. Oui, c'est exactement ça. Notre étude à la Fabrique Spinoza Santé Positive, elle est accessible en ligne. Eh bien, elle vise à valoriser d'autres leviers de santé pour peut-être soigner autrement, différemment au XXIe siècle, comme vous dites joliment. Et donc, on s'intéresse évidemment au mode de vie. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, l'activité sexuelle. On a un surdéterminant général autour de l'importance des relations. On en a déjà un petit peu parlé. Et derrière les relations, c'est le poids des émotions. Par exemple, en faisant cette étude, j'ai découvert le mot émodiversité, qui est donc la diversité des émotions que l'on ressent. Eh bien, ça s'imprègne dans notre santé puisque ça diminue considérablement les risques de dépression, ça diminue de 25% les visites médicales et un tiers les frais médicaux. Donc, c'est aussi prendre soin de nos émotions, c'est aussi une manière de se soigner. On a étudié l'amour, l'optimisme, l'humour, le pardon dans notre étude, par exemple. Et plus spécifiquement, on s'est intéressé à l'univers sensible en tant que pilier majeur de santé et on a étudié, comme vous dites, la possibilité de créer ou d'institutionnaliser 2 sources d'ordonnances médicales nouvelles, innovantes, qui seraient donc les ordonnances sylvestres et les ordonnances muséales. Donc, les ordonnances sylvestres, c'est comment prendre en compte la nature comme source de santé. Et donc là, on se rend compte qu'on a énormément de bénéfices humains que l'on retire de la nature. On a une étude de la NASA qui a étudié avec leurs satellites les données d'espace vert qu'ils ont croisées avec les données de santé publique et considère, donc, après avoir suivi pendant 11 ans plus d'1 million de personnes, qu'il y aurait 12% de mortalité en moins associée à l'espace vert. Plus spécifiquement, les forêts agissent sur la pression artérielle, le rythme cardiovasculaire, sur la diminution des ruminations et de manière peut-être plus précise et plus scientifique, eh bien, les chercheurs considèrent qu'une balade en forêt stimule notre système immunitaire de manière durable jusqu'à 30 jours. Ce serait dû aux phytoncides, qui sont des particules volatiles qui s'échappent des arbres et qui stimulent nos cellules NK. Donc, il y a un véritable bénéfice à être à proximité des forêts, à s'immerger dedans, tant et si bien que chez les Japonais, donc c'est effectivement une coutume plus courante et plus ancienne. Cela étant, c'est intéressant de savoir qu'il existe chez eux 60 forêts thérapeutiques où des millions de Japonais vont se baigner pour prendre soin de leur santé.
Donc, on a proposé, à l'image des Canadiens d'ailleurs, où il y a déjà 1 millier de Canadiens médecins qui ordonnent, qui donc prescrivent des ordonnances de nature, et bien de proposer des ordonnances sylvestres. Et la même chose existe pour l'art. Ah, j'ai plus le temps. Ouais, malheureusement, le temps passe. Non, mais c'est très intéressant et je pense que ça ouvre aussi une voie très intéressante par rapport aux problématiques de prévention, c'est-à-dire la capacité à imaginer de nouveaux programmes. Et là, le digital peut être très utile pour évangéliser et massifier de la communication sur ces nouvelles pratiques. La santé, c'est aussi des nouveaux modèles de prévention. C'est intéressant parce qu'il peut y avoir aussi des complémentaires dans la salle, des complémentaires santé. Alors du coup, Florence, pour toi, quels sont les leviers pour créer des liens? On va devoir aller assez vite parce que là, on déborde un petit peu. Alors, pour reprendre ce que vous disiez, Nemanja, sur le rôle de l'État, alors évidemment, le rôle de l'État, c'est d'être organisateur et créer les référentiels, mais c'est aussi décider des investissements et des financements. Et là, il a un rôle majeur à jouer. Et c'est pour ça que je suis ravie d'être là aujourd'hui, nous avons toutes et tous, en tant qu'industriels, membres de l'écosystème, start-up, dans tous les domaines, nous avons une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de faire comprendre à quel point investir maintenant dans ces solutions, c'est avoir une meilleure qualité de santé demain. Et c'est pas facile. Je prends juste un exemple, David, si tu m'y autorises. La télésurveillance. C'était un domaine expérimental. On était financé par expérimentation. Et puis à un moment, extrêmement bonne nouvelle, en juin 2021, on passe dans le champ normal, on va dire, du financement. Et là, c'est qui tout double à nouveau. Soit on est financé correctement et donc on peut contribuer à la qualité des soins, soit finalement la télésurveillance, elle peut tout simplement disparaître parce que les acteurs qui pourraient contribuer n'auront pas les moyens d'agir. Donc l'État, les institutions, l'ensemble de l'écosystème, nous avons un rôle à jouer ensemble et on est aussi citoyens, d'accord ? On n'est pas là pour dépenser. On est des acteurs de santé publique, nous avons une responsabilité. Donc il faut montrer l'intérêt individuel, mais il faut aussi démontrer l'intérêt collectif. Et nous sommes persuadés qu'en utilisant correctement, au bon endroit, au bon moment, les technologies de santé et la santé connectée, eh bien, on aura une meilleure santé à un coût tout à fait raisonnable par rapport aux bénéfices qu'on pourra obtenir. Merci pour cet appel, Florence. Un dernier mot, on va conclure très vite. Nemanja, le mot de la fin pour toi, comment est-ce qu'on peut finalement agir et faire levier pour développer cette santé connectée? Je pense qu'on a tous les éléments, hein. Concrètement, l'expertise existe. Il faut pas qu'on se flagelle aussi en tant que pays. On a très bons experts, on a de très belles infrastructures, on a des très bons industriels. L'idée, et je vais avoir la dent dure aujourd'hui sur la partie nationale, mais concrètement, ce qu'on attend, et je pense et ça, on en est tous conscients, c'est donnez-nous une direction. Concrètement, c'est ça qu'on attend, une direction, de l'accompagnement. Je rejoins Madame Dupré, effectivement. Il y a aussi de l'incitatif d'État qui est nécessaire pour nous, industriels, parce que tout ça, effectivement, nécessite des ressources humaines, nécessite des ressources financières, nécessite aussi des développements. Donc, ce qu'on attend concrètement, c'est une stratégie claire, précise, avec des jalons, on va dire, réalistes. Parce que souvent, ce qu'on demande de faire, c'est dans des laps de temps très courts. Et aujourd'hui, on aimerait bien pouvoir aussi se concerter avec notre écosystème, réfléchir avec lui, réfléchir avec les patients, les professionnels de santé, entre nous industriels, sur ces stratégies et de pouvoir aussi délivrer notre vision à l'État au moment où ces décisions se prennent. Donc voilà. L'idée pour moi, c'est effectivement ce qu'on attend, c'est peut-être juste la voie et puis on sera en capacité de construire la route qui y mènera. Donc c'est bien parce qu'on a pas mal d'acteurs ici représentés sur toute cette chaîne autour de la santé. Merci à vous pour cette table ronde très intéressante.